Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence virtuelle qui s'intitule «Je vous parle d'un temps» concernant le canton de Tourotte-Ribécourt et plus particulièrement l'histoire du village de Saint-Léger-aux-Bois. Alors cette conférence virtuelle vous est proposée par l'association Mémoire et Avenir qui a été créée en 2015 et qui a d'abord recueilli des témoignages de personnes ayant vécu l'occupation, qui a ensuite promu des initiatives locales à travers une vingtaine d'émissions de radio, avant enfin de planter 1000 arbres sur le territoire de la forêt de l'Aigle et de la forêt de Compiègne, au sein des communes. Et enfin, depuis la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023, la sortie d'un magazine, l'Instant Territoire, qui passe en revue l'histoire locale de plusieurs de nos villages. Alors sans plus attendre, nous allons débuter cette conférence virtuelle avec notamment la ville de Tourotte et la photo des travaux de la glacerie en 1922, puisque Tourotte ne peut être dissocié depuis une centaine d'années de Saint-Gobain, puisque Saint-Gobain a rythmé la vie quotidienne de milliers d'ouvriers. Cette entreprise, qui a été créée il y a 358 ans maintenant, a même modelé une partie de la commune avec son village ouvrier ou encore son cinéma. Saint-Gobain s'est installé à Tourotte en 1920, d'abord pour sa situation géographique, avantageuse. Tourotte est située à moins de 100 km de Paris, et surtout, à cette époque, elle est traversée par le chemin de fer et par le canal. Le sable étant la composante essentielle du verre, l'usine va profiter des sablières de l'Oise ainsi que du charbon du Nord. Et c'est en ce sens que la compagnie achète 150 hectares de terrain, dont 5 hectares pour la construction de l'usine sur le lieu-dit Chantraine. La vie va alors se développer très vite tout autour, ainsi que l'urbanisme, avec notamment les maisons de Saint-Gobain que l'on voit encore aujourd'hui. Et durant près d'un siècle, c'est le monde ouvrier qui a alors fait battre le cœur du territoire communal, en côtoyant aussi le monde de la batellerie qui va être intrinsèquement lié au canal, à ses activités et au développement de Saint-Gobain. Après Tourotte, nous vous proposons de vous emmener à Carlepont. Si Carlepont aujourd'hui est connu pour Radio Puisalène, notre radio locale, qui rayonne jusque dans l'Aisne et même dans la Somme, il faut savoir d'ailleurs que Radio Puisalène tient son nom du ravin Puisalène, qui est situé à quelques kilomètres près de Canevière, et où de terribles combats s'y sont déroulés durant la Grande Guerre. Concernant Carlepont, ce qui peut être significatif, c'est l'origine de son nom. Plusieurs petites histoires circulent sur tous les noms des communes, mais en particulier sur Carlepont. Pour certains, Carlepont aurait été le village qui aurait vu naître l'empereur Charlemagne, dont finalement le lieu de naissance n'a jamais été formellement identifié. Et ce serait peut-être Charlemagne qui lui aurait donc inspiré son nom. Pour d'autres, c'est l'empereur Charles le Chauve, qui aurait fait construire un pont au niveau de l'actuelle Belle-Ourde, et c'est ce pourquoi nous aurions appelé Carlepont, le pont de Charles. Enfin, Carlepont, si bien sûr la photo que vous voyez fait état de l'école, Carlepont a surtout été connu à la fin du XVIIIe siècle grâce à un château remarquable qui a disparu sous les bombardements de 1918, que nous voyons encore sur certaines cartes postales et dont nous pouvons encore voir le mur de soutènement lorsque nous passons dans ce village. Je vous emmène désormais à Chiry-Oursecan. Alors Chiry-Oursecan, bien sûr, est connu pour son abbaye, mais peut-être avez-vous déjà vu, sur les hauteurs de Chiry, les ruines du château Ménéché. En fait, le château Ménéché, c'était un rêve, celui d'Alphonse Ménéché de Barival, un riche collectionneur d'œuvres d'art à la fin du XIXe siècle qui voulait un écrin pour ses collections. Né en 1812 à Saint-Quentin, Ménéché achète vers 1855 des terres à Chiry-Oursecan, situées à mi-chemin sur le chemin de fer entre Paris et Saint-Quentin. Il y fit bâtir le château que vous voyez aujourd'hui, ainsi qu'une tour, la Folie Ménéché, et 2 petits manoirs et des écuries. Entamée au début des années 1880, la construction du château-galerie de 60 mètres de long et 9 mètres de large n'est toujours pas achevée à la mort de Ménéché en 1903. Ses collections sont alors léguées au musée des Beaux-Arts de Saint-Quentin et sa fortune à son neveu Louis-Hugues Ménéché, qui ne voit plus quant à lui l'utilité de finir les travaux et s'attelle à dilapider son patrimoine. Comme tant d'autres monuments du territoire, la Première Guerre mondiale porte un coup mortel au château Ménéché, profondément endommagé. C'est ainsi que la tour et l'un des manoirs sont totalement détruits. C'est seulement la Seconde Guerre mondiale qui, malheureusement, achève ce travail.
Longtemps laissé à l'abandon, c'est un habitant du village et actuel maire de celui-ci, Jean-Yves Bonnard, qui s'intéresse de nouveau à cette ruine et qui a réussi à faire classer ce site au monument historique en 2011. Après Chiry, nous vous emmenons à Montmac. Et vous pouvez voir un fondu entre l'époque actuelle et l'époque précédente. Alors Montmac, en bord de rivière, a toujours été un point de passage. Avant l'actuel pont, il y en avait déjà un en acier, à une voie, qui a été construit en 1903. Remplaçant l'ancien bac, il a été épargné par les ravages de la Première Guerre mondiale, mais par contre a succombé à ceux de la Seconde. Nous pouvons monter encore plus loin pour Montmac, à l'époque des Mérovingiens, puisque plusieurs documents officiels signés de la main du roi Childebert III et datés de son palais de Montmac nous sont connus. La bourgade d'alors était un lieu de villégiature et de chasse pour les monarques de l'époque. Des monnaies ainsi que des médailles de l'époque romaine ont aussi été retrouvées dans la forêt, ainsi que ce qui ressemblait à un atelier de potier en face de la mairie dans les années 80. Et une vieille tradition orale ne disait-elle pas que la tuilerie était déjà un lieu de fabrication? Pour Montmac, on retrouve également un écrit de Robert Louis Stevenson, qui a lui-même parcouru l'Oise en pirogue au XIXe siècle, a descendu la rivière en canoë et nous a laissé le récit de son voyage. S'arrêtant déjeuner à Pimpré, avant de rejoindre la jonction de l'Aisne et de l'Oise, il note ainsi pour Montmac: « Je ne me rappelle rien du voyage. Il n'y eut que des rives argileuses, que des saules, que de la pluie. Discrète à l'époque, discrète aujourd'hui, le cœur de Montmac continue de battre le long de l'eau, à l'ombre de la forêt. » Passons désormais à Bailly. Et le cas du village de Bailly illustre parfaitement ce que furent les destructions de la Première Guerre mondiale dans l'Oise. À la fin du conflit, il n'en restait rien. Plus un bâtiment ne tenait debout. L'église du village fut elle aussi rasée, comme le reste de la commune. Bâtie en 1770, au lendemain de la guerre, il n'en reste plus rien. On voit ici l'église en cours de reconstruction ainsi que le premier emplacement du monument aux morts. Ce dernier fut décalé alors que le cimetière était étendu. Situé au bord de l'Oise, sur un axe de communication important durant l'Antiquité tardive, le site fut très tôt fortifié pour en contrôler l'accès. Avant Longueuil-Anel, il y eut Longueuil sous Tourotte. Si vous voyez aujourd'hui le restaurant de la gare, ce n'est qu'en 1826 que les deux villages de Longueuil et Anel se sont réunis. Longueuil dépendait de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne et Anel avait ses propres seigneurs. Et puis, si je vous parle de 1826, la date de réunification de Longueuil sous Tourotte et d'Anel, il faut remonter avant cela, au début du Moyen-Âge. Longueuil-Anel était déjà habité par les Francs, qui étaient venus s'installer quelques siècles plus tôt dans le nord de la France. D'ailleurs, des fouilles archéologiques menées dans les années 80 ont révélé la présence d'une nécropole le long de la rue du Martellois. On y avait aussi déjà retrouvé des sarcophages en pierre au début du XXe siècle. D'ailleurs, permettez-moi un petit écart sur la langue. Martellois est issu du latin martyrium, le tombeau. Ne pourrait-on pas y voir un signe? Aussi, est-ce qu'on se souviendra encore, dans 1000 ans, des traces que nous laissons, de ce que nos grands-pères ont vu? Ce petit restaurant au bord de la voie ferrée, à l'image de tous les commerces qui fleurirent au XIXe siècle le long du chemin de fer du Nord, fer de lance de l'industrialisation, c'est déjà plus ou moins effacé au quotidien et nous pose des questions sur la trace laissée pour l'avenir. Cambronne-les-Ribécourt est un village, comme j'aime à l'appeler, qui se mérite. Il faut sortir de la nationale pour découvrir le Vieux-Bourg, qui, malgré les destructions du XXe siècle, offre encore cette physionomie si typique des anciens lieux. L'enchevêtrement de briquets de pierre, qui marque la rupture offerte, ou plutôt subie, par la Grande Guerre. On en voit les stigmates en suivant la rue de la Mairie jusqu'au bar de la place. Encore à sa place, plus de 100 ans plus tard, comme vous pouvez le voir. Au Moyen-Âge, Bettencourt était une petite seigneurie distincte séparée de sa voisine par des champs. Mais Cambronne a aujourd'hui absorbé Bettencourt. Il suffit de garder l'image du Moyen-Âge et de cela en tête lorsque l'on regarde sur le site de l'ancien Intermarché pour constater le développement de l'urbanisme le long de cet axe routier, qui est une véritable colonne vertébrale de notre territoire avec le reste du département. Il peut y avoir autant de différences entre un père et un fils qu'entre le jour et la nuit. Prenez cette histoire, par exemple. Antoine de Montguiot, seigneur de Vaucourtois et de Cambronne, conseiller du roi,
lieutenant civil au bailliage de Compiègne, décède en 1688. C'était un exemple de réussite sociale pour l'époque. Son fils, Louis-Charles, eut une querelle en 1696 avec un fermier qu'il provoqua en duel devant la porte de l'église. Il le fit tuer par ses frères et laquais. La justice étant rarement du côté des faibles à l'époque, il obtint des lettres de grâce pour son crime. C'est ce qui s'est passé devant l'église de Cambronne. Passons désormais à Paimpray. Par chance, l'Oise a très tôt intéressé les photographes itinérants du début du XXe siècle. En recoupant certaines archives et surtout en pratiquant le terrain, il est possible de faire des bonds dans le temps et de retrouver certaines vues aujourd'hui disparues. C'est ainsi que nous pouvons retrouver à Paimpray la perspective littérale qu'avaient les passants en 1900. Vous pouvez le voir, l'église a légèrement changé. Elle servait de point d'observation lors de la Première Guerre mondiale et a été bombardée par les Allemands et reconstruite durant les années 20. Néanmoins, la perspective est respectée. À Paimpray, on retrouve aussi le lieu-dit La Verrue. Et sur ce lieu-dit, les restes d'un monastère des Templiers. Trassilval. Lors de la Première Guerre mondiale, la commune était située sur la ligne de front et a été littéralement rasée en 1918. Et l'église Saint-Éloi n'a pas échappé au carnage. Mais vous me direz, en regardant cet avant-après, c'est le même bâtiment. Eh bien oui, il s'agit d'une décision de la Commission des monuments historiques qui a décidé en 1923 de reconstruire l'église littéralement à l'identique. Ceci afin de préserver l'un des seuls exemples d'architecture romane du territoire. Chevincourt. Des gamins qui jouent au centre d'une place pleine de poussière à l'ombre des arbres, pas de goudron à l'époque ni de trafic automobile, suffisant pour inquiéter la jeunesse. Voilà la place principale de Chevincourt à l'aube de la Première Guerre mondiale. 4 ans plus tard, les troupes allemandes remplacent les enfants et occupent le village jusqu'en novembre, avant d'en être chassés. Chevincourt devient alors un lieu de cantonnement des troupes françaises qui défendront chèrement le terrain lors de la bataille du Mât en 1918. Les Allemands occuperont de nouveau les lieux jusqu'en août, avant d'en être définitivement repoussés par la contre-offensive française. À l'instar de ce que nous avons pu voir, Chevincourt offre également la même perspective qu'au début du siècle. On ne peut distinguer l'histoire de Marais-sur-Mât de celle de la bataille du Mât. En effet, la bataille du Mât, qui fut l'un des derniers grands chocs entre les armées françaises et allemandes au cours du mois de juin 1918, a laissé des traces sur le territoire, car les combats ont été terribles. Les Français tiennent, les Français repoussent l'ennemi, mais jettent dans la mêlée leurs nouveaux chars, qui balaient littéralement nombre de vies sur leur passage. Et en quelques jours, c'est 40 000 soldats qui tombent au champ d'honneur. Nombre d'entre eux expirent à l'hôpital militaire installé en retrait de la ligne de front et situé à Marais-sur-Mât. Marais-sur-Mât a été marqué par cette Première Guerre mondiale, puisque le village comptait 223 habitants en 1911 et il n'en reste que 178 en 1921, 10 ans plus tard. La commune ne refranchira la barre des 300 habitants qu'en 1990. Une histoire plus joyeuse sur Marais-sur-Mât, c'est celle de Suzanne Langlaine. Née en 1899 et décédée en 1938, cette grande championne de tennis a passé son enfance à Marais-sur-Mât. Elle a d'ailleurs appris à jouer au tennis sur le court privé de la demeure familiale, le long du Mât, avant que sa famille ne soit obligée de fuir devant l'avancée allemande. Mélicoque. Parfois, certaines communes ont la chance d'avoir traversé le temps sans subir trop de changements. Souvent, les ravages des 2 guerres mondiales dans notre secteur ont profondément bouleversé l'urbanisme. Il n'y a pas grand-chose à retrouver. Mais ici, à Mélicoque, c'est un tout autre problème. Quelle partie du village intéressait les photographes itinérants au début du XXe siècle? Cette photo peut paraître somme toute classique. Une place de village comme il en existe tant d'autres. Ce serait vrai si la maison qui apparaît au centre n'avait laissé la place à un parking et que sa disparition ne faisait écho au nom de la place. La place du commandant Perrault. Qui était le commandant Perrault? Il s'agissait d'un chef d'escadron qui commandait le 243e régiment d'artillerie et qui défendit Mélicoque les 9 et 10 juin 1918. Il y laissa sa vie le 11 juin, comme nombre de ses hommes, à l'âge de 38 ans. En outre, sa tombe est encore visible dans le cimetière du village. Ribécourt. Au début du XXe siècle, le centre de la vie publique de Ribécourt s'articulait autour d'une toute petite place encadrée par 3 monuments, comme vous pouvez le voir. La mairie, la poste et l'église. La perspective était alors fort différente. Sur la photo ancienne que vous pouvez voir,
La photo est prise depuis le parvis de l'église. Comme Noyon avant elle, la commune est sur la route des Allemands en 1914, qui veulent gagner Paris le plus vite possible. Dès le début de la guerre, Ribécourt essuie de nombreux bombardements, qui détruisent, entre autres, la jeune église achevée une trentaine d'années avant, et qui laisse un tapis de ruines. Ribécourt est finalement évacué au printemps 1915. S'il reste encore quelque chose à relever à Ribécourt après la guerre, il n'en va pas de même pour Drélincourt. De l'autre côté du front, côté allemand, le village est littéralement rasé par l'artillerie française et plutôt qu'évacuer, la population est déplacée et déportée. Malgré tout, Ribécourt se relève après la guerre. La poste, symbole du lien avec le reste du pays, est reconstruite plus loin, laissant libre l'actuel parking du centre-ville. Les deux communes s'associent finalement en 1972 avant de fusionner le 1er janvier 2009. Le Plessis-Brion. L'histoire du Plessis-Brion est intéressante à bien des égards. Sa formation d'abord. À l'origine, c'était sûrement un simple domaine de chasse qui appartenait au seigneur de Tourotte. Un domaine autour duquel on a défriché, construit, vécu. Le Plessier et la Motte-Brion étaient d'ailleurs deux seigneuries différentes à l'époque. Cette dernière était située au niveau du parc du château et fut réunie au Plessier durant le long Moyen-Âge. À cette époque, contrairement à d'autres agglomérations, il n'existait pas de conseil municipal comme on l'entend aujourd'hui. Il fallut attendre 1702 qu'un édit royal accorda au village, sans charte communale, le droit d'avoir un syndic nommé à perpétuité pour diriger les affaires publiques. Et 1787 pour qu'un conseil municipal composé du seigneur, du curé, de 3 membres élus et d'un syndic prenne en charge la direction du village. Le pont du Plessis-Brion, lui, était déjà là au XIXe siècle. Enfin, plutôt son prédécesseur, un pont en bois suspendu, bâti en 1860. Il remplaçait un bac établi 200 mètres en aval, établi dans les années 1730. Machemont. Saint-Amand, ordonné évêque en 626, fut chargé de prêcher l'évangile au peuple encore réfractaire du Noyonnais. Machemont se convertit ainsi au christianisme très rapidement. On a longtemps gardé jusqu'au XIXe siècle le souvenir d'un lieu dédié aux anciens cultes en lisière de forêt. Saint-Amand obtint d'ailleurs du roi Childéric la création d'un premier monastère dans le village, puisqu'il a réussi à convertir la population au christianisme par des miracles qui ne sont pas décrits dans les différents écrits retrouvés aujourd'hui. Plus tard, un prieuré bénédictin, fondé vers 1103 par les religieux de l'abbaye Saint-Martin de Tournai, a vu le jour. Il fut démoli totalement durant la Révolution française. En 1236, l'église dédiée à Saint-Sulpice, dont vous voyez la rue sur la diapositive, était dans un tel état de délabrement que le curé et la communauté durent vendre à l'abbaye d'Ourscan la vigne de Saint-Sulpice pour subvenir aux réparations. Vous imaginez du vin pour sauver une église? Hélas, du vin n'aurait pas suffi à la sauver une nouvelle fois durant la Grande Guerre. Alors que Machemont était occupé une première fois en août 1914 par les troupes allemandes, le village est libéré dès septembre après la bataille de la Marne. Mais en 1918, lors de la dernière offensive Ludendorff, le village est pilonné et repris par les Allemands. La commune ne retrouvera son clocher que bien plus tard, en 1930. Vendée-Licourt. La première école communale fut aménagée dans l'ancien presbytère en 1837. Le bâtiment se trouvait alors dans la partie basse du cimetière actuel. En 1880, tandis que la Troisième République s'affirmait et redressait la tête après la défaite de 1870 contre la Prusse, une nouvelle mairie-école est édifiée à l'emplacement de l'actuel bâtiment que vous voyez sur cette diapositive. Détruit durant la guerre, il est très vite reconstruit grâce aux dommages de guerre perçus par la commune et remeublé au début des années 20. Aujourd'hui encore, lorsqu'on traverse le village, les cris des enfants jouant dans la cour se mêlent encore au bruit des engins agricoles, résumant parfaitement le quotidien de ce petit village. Fait intrigant, l'église du village, dont une partie date de la fin du Moyen-Âge, est très éloignée de la mairie, un peu à l'écart du village. Encore sans doute une trace invisible d'autres passages de troupes, nombreuses au XVIe et XVIIe siècle. Il y a bien d'autres choses à dire, il fallait être concis, nous avons tenté de l'être. Vous pourrez retrouver d'autres anecdotes dans le magazine L'Instant du territoire, mais également dans le livre concernant la monographie de Saint-Léger-aux-Bois. À bientôt pour une nouvelle conférence sur une autre partie de notre territoire.